dans un ouvrage de Galilée qui s'appelle L'Essayeur, où Galilée fait une sorte de pari métaphysique assez arbitraire parce qu'il n'a pas donné corps à cette idée lui-même, c'est Newton qui va la prendre à son compte. Je le cite, il y a une première partie du texte que tout le monde connaît, le livre de la nature est écrit en langage mathématique, c'est le postulat de Galilée. La philosophie, dit-il, est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques, sans lesquels il est humainement, le mot est important, il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot, sans lesquels on erre vraiment dans un labyrinthe obscur. Fin de citation. Vous voyez que quand Galilée pense aux mathématiques, il pense à la géométrie, il pense aux cercles, aux figures, et c'est plutôt la voie de l'algèbre, enfin des équations, qui va être la plus féconde, mais il a ça en tête, et évidemment, comme vous le savez, n'importe quel chapitre de la physique peut servir d'illustration à ce propos, avec quand même une ambiguïté sur laquelle beaucoup de philosophes ont travaillé, c'est l'adverbe humainement que j'ai signalé tout à l'heure, sans lesquels, il parle des caractères mathématiques, sans lesquels il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Et vous avez des ouvrages entiers sur le sens de humainement. Qu'est-ce que ça veut dire humainement? Parce qu'en fait, il y a deux façons de comprendre cette idée qui ne sont pas du tout équivalentes du point de vue épistémologique et qui ne sont pas non plus du tout équivalentes du point de vue du sens qu'on doit donner à ce qu'est une mesure ou une expérience. Première interprétation, ce langage mathématique, disons, est pensé comme étant celui de la nature même. C'est la nature qui possède ce langage, et le physicien qui étudie la nature, c'est son rôle, devra évidemment apprendre à pratiquer ce langage pour comprendre celle qui parle ce langage, à savoir la nature. Donc les mathématiques sont le langage de la nature, et nous devons l'apprendre pour communiquer avec elle. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, c'est l'opposé. Ce langage est pensé comme un langage de l'homme, c'est l'homme qui fait des mathématiques, et c'est donc nécessairement dans ce langage-là que devront être préalablement traduits les faits naturels pour nous devenir intelligibles. Autrement dit, dans le deuxième cas, on voit qu'il va y avoir un forçage. Le langage mathématique est un langage humain, et on va forcer la nature à parler ce langage qui est le nôtre et pas le sien. Autrement dit, on va l'obliger à cracher des nombres alors qu'elle ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un nombre. Bon. Alors, il y a eu toutes sortes d'interprétations, je l'ai dit, mais je ne sais plus quel est l'écrivain allemand qui... avant même que Galilée théorise la chose, c'est Kepler. Kepler, il écrit ceci, « Que peut saisir l'esprit humain à part les nombres et les grandeurs ?» Et donc, en fait, il explique que le physicien va découper dans le réel ce qu'il pourra ensuite saisir par des lois mathématiques. Et donc, à ce titre, on pourrait dire que Kepler est une sorte de pionnier du concept de réductionnisme. La science ne vise jamais qu'à élaborer un modèle propre à éclairer l'intelligibilité du réel, et ce modèle n'est jamais qu'un modèle réduit. Et en fait, cette idée de Kepler, Feynman au XXe siècle, le prix Nobel de physique, va la reprendre à son compte en disant que nous faisons de la physique mathématique faute de pouvoir faire mieux. On pourrait penser que la physique mathématique, c'est le summum de la connaissance, mais ce que dit Feynman, non, c'est on ne peut pas faire mieux, on est mutilé, et la physique mathématique correspond à la chose la plus perfectionnée que nous puissions faire. Et donc, la physique est mathématique, dit-il, non pas parce que nous en savons beaucoup sur le monde physique, mais au contraire parce que nous en savons fort peu. Seules les propriétés mathématiques du monde nous sont accessibles, dit Feynman, et la puissance de la physique, ça c'est une phrase extraordinaire, la puissance de la physique vient précisément de ce qu'elle a su limiter ses ambitions aux seules questions qui sont mathématisables. Autrement dit, la physique est devenue efficace avec Galilée parce qu'elle a limité ses ambitions. Galilée dit, le temps, je ne sais pas ce que c'est, on ne saura jamais ce que c'est. Et donc, discourir de la nature du temps, c'est perdre son temps. La seule chose qu'on puisse faire, c'est savoir par quels paramètres mathématiques on peut le décrire afin de l'insérer dans les lois physiques.
De la même façon, le réel empirique se donne à nous par toutes sortes d'accidents. Ce qu'il appelait les accidents, c'est ce qu'on appelle nous les propriétés, couleurs, odeurs, formes, etc., qui sont changeantes et qui sont du coup impossibles à saisir. Donc Galilée dit, le réel est impossible à saisir. Trop divers, trop changeant, trop instable. Il est impossible de le capturer dans des concepts. La seule chose qu'on puisse faire, c'est saisir l'essence des choses. L'essence, pas les propriétés, l'essence des choses. Et on peut le faire grâce à la mathématisation. Alors, ça c'est en gros la première piste, si vous voulez. On fait des maths. On est beaucoup revenu sur cette question, comme vous savez. Alors, la façon la plus précise de dénoncer la question qu'on peut trouver chez lui, c'est celle-ci. Comment est-il possible que les mathématiques, qui sont un produit de la pensée humaine et sont indépendantes de toute expérience, on voit qu'il a choisi son camp là, hein, produit de la pensée humaine, indépendant de toute expérience, puissent s'adapter d'une si admirable manière aux objets de la réalité. Comment se fait-il? Donc, en sujet de bac, ça donne ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Sujet de bac éternel, je crois que personne n'y a échappé, au moins en guise d'entraînement. Bon. Et il continue avec cette phrase assez incroyable, il dit « La raison humaine, un peu comme Kant, la raison humaine serait-elle capable, sans avoir recours à l'expérience, de découvrir par la pensée seule les propriétés des objets réels ?» Donc pour Einstein, il n'y a même pas besoin de faire d'expérience. Vous savez que les résultats de l'expérience de Michelson, négatifs, n'ont joué aucun rôle dans la genèse de la relativité restreinte, de même que les expériences d'Eötvös sur les équivalences entre masse grave et masse inerte n'ont joué aucun rôle dans la relativité générale. Ils s'en foutaient de l'expérience. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce serait de, sachant qu'il pouvait, qui est aristotélicienne, disons, elle est démentie par les faits, puisque au XXe siècle, dans mon domaine, qui est la physique des particules, les mathématiques en physique ont agi comme un véritable treuil ontologique. C'est-à-dire qu'à partir ou à l'aide d'arguments mathématiques, on a pu prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'astronomes dans la salle, ils me diront, mais ouais, au XIXe siècle, on a prédit l'existence de la planète Neptune à partir des irrégularités de la planète, de la trajectoire de la planète Uranus. D'accord, mais on connaissait déjà les planètes. Donc on a prédit une planète de plus, ce qui est très spectaculaire, évidemment. Mais c'est moins spectaculaire que de prédire l'existence d'une sorte d'objet qu'on n'a jamais vu. Or, au XXe siècle, on l'a quand même beaucoup fait. Le photon, les quarks, les bosons intermédiaires, l'antimatière, et plus récemment, le boson de Higgs. Le boson de Higgs, il est décrit en mécanique quantique par un champ scalaire. On n'a jamais vu de champ scalaire. On n'avait jamais vu de champ scalaire. Et donc, on a pu prédire par des arguments mathématiques l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique. Et c'est ça qu'il faut interroger. D'où vient cette capacité qu'ont les mathématiques à mordre sur le réel? À mordre sur le réel. Et du coup, cette question-là, je pense que vous le savez, elle a été l'objet d'un article très argumenté. C'est le premier article vraiment sur le sujet qui pose la question brutalement. Il a été écrit par Eugène Wigner, prix Nobel de physique, en 1960. Et c'est un article dont le titre traduit en français donne ceci: « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature ». Alors, déraisonnable, c'est un faux ami, parce qu'en fait, le mot anglais, c'est unreasonable, ça veut pas dire déraisonnable. Déraisonnable, ça veut dire c'est pas raisonnable d'appliquer les maths en physique. Or, ce qui veut dire, c'est qu'il n'existe pas de raison permettant d'expliquer cette efficacité, ce qui n'est pas le même sens. Et c'est un article passionnant. Vous savez que Wigner, c'est un de ceux qui ont plus réfléchi au concept de symétrie, notamment aux symétries abstraites, qui ont été très fécondes dans la théorie des champs et dans la façon de décrire les interactions entre particules dans le modèle standard. Donc il avait vraiment travaillé à ça. Et en fait, à la fin de son article, il dit « Cette efficacité des mathématiques en physique ne peut être qualifiée qu'en termes de miracle, ou de dons magnifiques que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons pas. » Et donc, comme si l'explication de l'efficacité des maths était située au-delà des limites de notre compréhension du monde. Et donc, la question que je voudrais poser, pour finir, c'est est-ce que le mot miracle n'est pas un peu trop fort?
C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses quand même à comprendre dans cette efficacité? Alors, et pourquoi s'applique-t-elle, dit-il, à la physique plutôt qu'à la biologie? Pourquoi est-ce que les maths ne s'appliquent pas à la biologie? En tout cas, il y a des tentatives, vous le savez, notamment pour le cerveau, mais ça ne marche pas aussi bien qu'en physique. Il n'y a pas de formalisme en physique qui soit l'équivalent des théories physiques. Pourquoi? Donc, pour résumer tout ça, il y a une formulation qui unifie les 3 points de vue, qui est celle-ci que je vous propose. Comment un ensemble de symboles abstraits, articulés par un jeu de règles précises, issus très souvent d'une activité purement intellectuelle, peut-il posséder de telles capacités d'adaptation au monde empirique? Voilà la question. Alors, il se trouve, les